La nouvelle escalade dans la guerre au Moyen-Orient a été l'attaque contre l'une des principales raffineries de pétrole en Iran, la raffinerie de South Pass ou d'As Alouya, l'une des plus importantes. C'est une nouvelle escalade. D'après votre compréhension de ce type d'action, il semble que Netanyahou ne l'ait pas fait sans coordination avec les États-Unis. Axios a rapporté qu'il coordonnait avec les États-Unis avant l'attaque. Donc, les États-Unis savaient qu'elle allait avoir lieu et ont suivi l'agenda de Netanyahou. En ce moment, ils ouvrent une situation qui donne à l'Iran beaucoup de leviers s'il choisit de l'utiliser. Et comme l'Iran frappe l'Arabie saoudite, comme nous en avons parlé, il frappe également l'Arabie saoudite et le Qatar. Comment voyez-vous cette escalade? Et quelle a été la principale raison d'aller aussi loin, sachant à quel point la situation est fragile de leur côté? Eh bien, je ne voudrais pas spéculer sur ce qui se passe entre Israël et les États-Unis, si ce n'est pour dire que les gens doivent comprendre que c'était intentionnel. C'était intentionnel. Ce n'était pas un accident. Alors la question est, pourquoi? Il semble que l'administration Trump suive essentiellement Israël. Et c'est là que se trouve le cœur du débat qui fait rage, dont moi et d'autres parlons. Beaucoup de gens disent, non, il est impossible qu'Israël dicte les actions militaires des États-Unis. Il est impossible qu'Israël dicte les décisions de politique étrangère des États-Unis. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Les preuves, l'ensemble des preuves, indiquent le contraire. Donc, quiconque avance cet argument à ce stade ne présente pas un argument sérieux. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent analystes ou experts en géopolitique, et ils avancent cet argument comme si, en réalité, ce qu'ils font, c'est servir les intérêts des Israéliens et des Américains, parce qu'ils jouent aux bonnes et aux mauvais flics. Les États-Unis et Israël fonctionnent comme une équipe de relais, d'accord? Et malheureusement, l'un des deux partenaires de cette équipe a beaucoup plus d'influence sur l'autre. Le plus petit partenaire, Israël, dispose d'un levier politique plus fort sur Washington. Et cela est prouvé, c'est documenté. Il suffit de regarder les contributions de campagne du dernier cycle électoral. Alors, ta question Nima, c'est pourquoi? Pourquoi un tel niveau d'escalade? Parce qu'il est clair que l'Iran avait déjà déclaré à l'avance que toute attaque de ce type contre son infrastructure énergétique pétrolière et gazière entraînerait une riposte immédiate contre les infrastructures énergétiques des États du Golfe. Tu sais, c'est le nerf vital du Golfe. Ces monarchies n'existeraient pas. Elles ne pourraient pas se permettre toute cette protection militaire américaine si elles n'avaient pas de pétrole et de gaz à vendre. C'est aussi simple que ça. Alors, que se passe-t-il ici? Il faut se demander si c'est une stratégie d'Israël visant à détruire les pays du Golfe. Et ensuite, tout ce qui suivrait, à travers des bouleversements chaotiques où la privation serait très facilement contrôlée par Israël, soit par des menaces militaires, du chantage ou en collaboration avec les États-Unis. Donc s'ils estiment que ces familles du Golfe, initialement installées par les Britanniques, puis placées sous la tutelle des États-Unis, ne sont plus utiles pour contrôler ces monarchies, il semble que leur temps soit peut-être révolu. Peut-être que leur temps est écoulé. S'ils ne se montrent pas assez soumis, assez vassalisés aux volontés de l'Amérique, parce que certains propos sévères ont été tenus par des dirigeants du Golfe, notamment d'Arabie saoudite, mais pas uniquement, condamnant et critiquant vivement les États-Unis pour avoir déclenché cette guerre contre l'Iran. Les États du Golfe savaient ce qui pouvait potentiellement arriver. Washington le savait aussi. Mais ils ont peut-être pensé que les Iraniens bluffaient. Ou bien est-ce qu'il s'agit du fait qu'Israël veuille détruire ces pays du Golfe, les affaiblir et en fin de compte, les dominer? Parce qu'ils se sont tous, pour la plupart, retirés des accords d'Abraham. D'accord?
L'Arabie saoudite en est l'acteur principal. Israël a déjà attaqué militairement le Qatar il y a seulement quelques mois, donc c'est un grand changement. Ainsi, Israël ne respecte pas vraiment ou n'a pas besoin de ces familles du Golfe au pouvoir. Il préférerait de loin placer une marionnette américaine ou israélienne à la tête du pays, ou, vous savez, laisser le pays être déchiré, puis intervenir, une fois la poussière retombée, pour conclure un accord avec ces monarchies du Golfe. S'ils ne soutiennent pas les accords d'Abraham, s'ils ne vont pas jusqu'à approuver un génocide de la population palestinienne autochtone, alors ils sont écartés. Ils sont dehors. Et ils amènent potentiellement l'Iran à faire le sale boulot pour eux, peut-être. Ce n'est peut-être pas l'intention de l'Iran, mais le résultat final sera un affaiblissement des États monarchiques du Golfe Persique. Alors, quant à savoir comment tout cela va se terminer, Nima, c'est impossible à prédire pour l'instant. Mais c'est la seule explication que je vois ici, car c'était intentionnel. Ce n'est pas simplement qu'ils ont visé la mauvaise cible ou qu'ils ont été un peu trop zélés. C'est une stratégie de la part d'Israël. Ils savent ce qui va suivre. Et l'Iran a très peu de choix. Je veux dire, le seul choix que l'Iran a à ce stade, à part riposter de la même manière, serait d'aller voir les États du Golfe, comme le Qatar, et de dire, eh bien, si vous laissez les Américains et les Israéliens détruire notre GNL, notre gaz naturel, alors vous allez devoir nous en fournir, et gratuitement. Sinon, nous détruirons votre approvisionnement. Ils devraient en gros extorquer du pétrole et du gaz aux États du Golfe pour maintenir l'Iran à flot. Sinon, vous savez, il va y avoir des représailles équivalentes, et c'est exactement ce que nous voyons. Je pense que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, à mon avis, la meilleure explication, c'est qu'il y a un plan plus vaste ici, et que ce plan plus vaste consiste peut-être à sacrifier certaines de ces familles monarchiques du Golfe pour le compte des États-Unis et d'Israël. S'ils se souciaient vraiment d'eux, ils n'auraient pas déclenché cette guerre. C'est aussi simple que ça. Donc je veux dire, nous devons commencer à élargir notre perspective et à penser différemment, car bien sûr, le projet du Grand Israël ne peut pas exister avec des États arabes du Golfe obstinés. C'est simple. Maintenant, que ce plan se réalise ou non, qu'il fonctionne pour Israël et les États-Unis, c'est une autre question. Mais nous voyons une manœuvre délibérée visant à pousser l'Iran à riposter contre les installations pétrolières et gazières du Golfe. Donc, ce n'est pas comme si Trump se souciait de l'économie mondiale. En réalité, pour les États-Unis, et c'est là que réside l'avantage américain, les bénéficiaires de cette situation seront les entreprises pétrolières et gazières américaines. Elles domineront. La Russie en profitera également. Mais je pense que c'est un aspect secondaire. Avant tout, ce seront les États-Unis. Donc, si l'on veut voir les choses sous cet angle, il y a une continuité dans l'opération dirigée par les États-Unis visant à détruire le gazoduc Nord Stream, ce qui a ensuite créé une dépendance de l'Europe vis-à-vis du GNL américain, gaz naturel liquéfié, vendu à des prix excessifs et exorbitants sur le marché d'Europe du Nord. Désormais, le marché d'Europe du Sud est coupé des approvisionnements en GNL qatari, et les États-Unis estiment pouvoir simplement augmenter leur production et leur prix. Et peut-être que Trump pense qu'il va rembourser la dette nationale de 40 000 milliards de dollars de cette façon, en aspirant littéralement la vie du reste de la planète et en rendant tout le monde dépendant du pétrole et du gaz américain vendus à prix exorbitants. Je veux dire, ils peuvent penser qu'ils peuvent temporairement partager le marché avec les États-Unis, puis priver la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Peut-être discipliner un peu le Moyen-Orient. Peut-être les amener à acheter du pétrole et du gaz américain à des tarifs exorbitants. Donc, de ce point de vue, Nima, c'est à ça que ça ressemble. On peut aussi le voir du point de vue israélien.
remodeler le Moyen-Orient en État client, soumis et obéissant. Et le bénéfice pour les États-Unis serait d'augmenter la demande de pétrole et de gaz américains à des prix nettement plus élevés. C'est comme ça que je le vois, Nima. C'est ma meilleure hypothèse éclairée. Je pense que c'est logique, parce que tu te souviens quand Donald Trump est allé au Moyen-Orient et que les Israéliens avaient tellement peur de l'influence que ces États arabes pourraient avoir sur lui, parce qu'ils soudoyaient Donald Trump de toutes parts. C'est pour ça qu'ils pensaient que ces types prenaient autant de pouvoir à Washington. Tu te souviens? Avec la coopération militaire avec le Qatar, ils étaient d'une certaine manière inquiets, tellement opposés à cela en Israël. Et en ce moment, la guerre fait tout pour eux. Le problème, Patrick, c'est qu'il ne semble pas que les États-Unis considèrent ces pays comme des nations souveraines. Ils les voient comme une sorte de territoire avec quelques riches là-bas en Israël. Est-ce que cela va influencer la direction du pays? Ou vont-ils rester dans la même position qu'avant, comme ils le sont maintenant, avec le même état d'esprit? Il y a deux façons d'aborder la question. C'est une question très importante. D'accord. Voici la nature des États du Golfe, leur capacité à gouverner leurs territoires respectifs, et ensuite la nature exacte de leur relation avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis. Ainsi, une façon de voir les choses est que les États-Unis assurent une protection militaire pour maintenir ces familles au pouvoir. Et tant que les États-Unis maintiennent ces familles au pouvoir, ils peuvent contrôler ces États. Ils peuvent également tirer profit des revenus pétroliers grâce au système du pétrodollar, le pétrole étant acheté et vendu en dollars américains. Et la contrepartie, depuis le début des années 1970, est que ces États arabes réinvestissent ensuite ces dollars pour acheter des bons du Trésor américain, la dette des États-Unis, contribuant ainsi à soutenir Wall Street. Il existe des institutions entières qui ont été construites sur le dos du pétrodollar. Citibank en est un bon exemple. Une puissance de Wall Street qui a été gonflée et développée grâce au pétrodollar arabe. Ce sont de grandes institutions qui exercent en réalité une forte influence sur les politiques du gouvernement américain. Et Citibank a choisi elle-même le cabinet d'Obama en 2008. Cela montre bien comment fonctionne cette relation circulaire. C'est donc une façon de voir les choses. Et ensuite, avec cet argent, ils achètent aussi des armes américaines, des avions américains, des systèmes de défense antimissiles américains, toutes sortes de produits américains. Et les États-Unis prétendent fournir une protection à ces États du Golfe. Mais selon moi, puisque le pétrodollar contribue encore à soutenir la monnaie de réserve mondiale américaine, les États-Unis en ont toujours besoin. Mais en ce qui concerne les ventes directes de pétrole du Golfe vers les États-Unis, elles sont de moins en moins importantes. C'est une quantité qui diminue au fil des années. Et vous savez, même si l'Europe continue d'en acheter une part considérable, notamment en ce qui concerne le GNL en provenance du Qatar, lorsqu'il s'agit de ventes directes de pétrole, ce n'est plus ce que c'était. L'Extrême-Orient est le principal bénéficiaire des approvisionnements en provenance du Golfe Persique, et l'Iran fait également partie de cette équation. Mais la véritable relation aujourd'hui, c'est que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et les autres États du Golfe, comme Bahreïn, dépensent leur argent. Ils ont simplement l'habitude de le dépenser en matériel militaire américain. Cela leur donne une image de puissance. Et cela leur assure aussi beaucoup de faveurs de la part des États-Unis, sur le plan politique, de l'industrie de la défense, mais aussi du secteur bancaire et financier. Et cela les intègre dans le jeu occidental de manière importante, mais sans leur offrir de véritable protection. Pas vraiment. C'est un système de racket.
Les États-Unis font en réalité chanter ces monarchies arabes héréditaires et surprivilégiées. Ils les utilisent, ils les pressent pour en tirer le plus d'argent possible, afin qu'ils achètent le dernier F-35, le dernier char, les systèmes de défense les plus récents, les batteries de missiles patriotes, et ainsi de suite. Ils savent qu'ils sont faciles à manipuler. Et ils savent aussi que la stratégie américaine consiste depuis des années à adopter une attitude agressive envers l'Iran. Ensuite, ils se servent de la posture quelque peu agressive de l'Iran envers Israël et les États-Unis pour dire aux pays arabes « Regardez, l'Iran est une menace ». L'Iran est une menace. Vous devez vous armer. Nous allons vous fournir cela. Et vous ne pouvez même pas tirer avec une arme achetée aux États-Unis sans l'approbation américaine. Vous ne pouvez pas mener de mission aérienne. Vous ne pouvez pas activer vos batteries de missiles Patriot. Vous ne pouvez rien faire. Tout est géré par des équipes techniques américaines, des soldats américains, du personnel américain, de la maintenance américaine. Tout est américain. Vous n'avez absolument aucune armée indépendante si vous achetez à l'Amérique. Rien. Vous êtes en réalité une simple franchise externalisée du Pentagone. Donc politiquement, vous n'avez aucune indépendance. Ils sont donc piégés dans cette situation parce que la direction a été très myope, très corrompue et pas très intelligente. Et pour te le prouver, Nima, le point culminant de tout cela a eu lieu pendant le second mandat de Barack Obama. Barack Obama et un jeune MBS, Mohammed Ben Salman, qui devait avoir à peine 32 ou 33 ans en 2015, ont convaincu l'Arabie saoudite. Je crois qu'il était alors ministre de la Défense. Je ne me souviens plus exactement de sa fonction à ce moment-là. Mais ils ont convaincu l'Arabie saoudite, sous Obama, d'attaquer le Yémen et de lancer une guerre totale contre le pays voisin, le Yémen. Bien sûr, nous savons pourquoi cela s'est produit. C'était en réalité une opération américano-israélienne, utilisant les Émirats arabes unis et les amenant à en financer une grande partie pour partitionner le Yémen. Non seulement à cause du pétrole du Sud, mais aussi afin d'isoler Ansar Allah, le mouvement Houthi, et de reprendre le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb et de tout le golfe d'Aden. C'était donc une manœuvre géopolitique. Mais cela a montré qu'ils voulaient que l'Arabie saoudite dirige cette guerre. Tous les avions étaient américains. Tout était américain. Il y a même des rapports indiquant que les États-Unis menaient les missions, mais que les avions américains portaient des drapeaux saoudiens. Je veux dire, ils ont même impliqué d'autres pays dans cette coalition. Et c'était le point culminant de cet arrangement. Cela a duré 8-9 ans. Cela a commencé en mars 2015 et cela ne s'est vraiment terminé qu'autour de 2023. À ce moment-là, on commençait à y mettre fin, mais en réalité, cela continue encore. Cela montre que ces pays n'ont aucune indépendance, aucune souveraineté. Toutes ces familles royales servent au bon vouloir des États-Unis et en fin de compte d'Israël. Car si Israël veut en éliminer une, elle disparaît en 48 heures. C'est fini pour elle. Et pour chacune d'entre elles, Israël peut le faire pour les États-Unis. Ou les États-Unis pourraient le faire eux-mêmes, mais ils ne veulent pas être vus en train de le faire publiquement. Alors ils demandent à Israël de s'occuper de certains de leurs sales travaux là-bas. Alors peut-être que c'est exactement ce qui se passe ici. Toute cette façade est en train de s'effondrer. Cette façade, c'est désormais évident. Les États-Unis, à cause de ce qu'Israël et eux ont fait, ont attiré le feu sur tous ces pays du Golfe. Ces monarques du Golfe, je vais rester poli, insensés, payaient des milliards de dollars de protection aux États-Unis. Et regardez ce qu'ils en ont obtenu. Aucune protection. Ils n'ont pas pu protéger le Qatar d'Israël. Et en attirant le feu, toute la façade de cette relation factice se révèle être prédatrice. Les États-Unis exploitent ces familles héréditaires du Golfe, naïves, gâtées et surprivilégiées. Ils utilisent l'Iran pour les menacer
afin de justifier l'achat de plus d'armes. Ils profitent de la bourse. Ils encaissent leurs pétrodollars à New York. Franchement, c'est une véritable arnaque. Les États-Unis mènent cette combine avec les Arabes du Golfe depuis longtemps, en réalité depuis le début des années 1970, et cela n'a fait qu'empirer. Ils persistent et signent. Regardez maintenant, c'est un désastre. Et il y a des gens, aux États-Unis comme dans le Golfe, qui se disent « Eh bien, effaçons tout et recommençons ». Je veux dire, ou en Israël, aux États-Unis. Effaçons tout et recommençons. On installera de nouveaux gouvernements, on trouvera d'autres familles royales. Il y aura un coup de palais, vous verrez, et ils prendront le pouvoir. Et ces pays deviendront des colonies d'Israël et des États-Unis. C'est là qu'ils veulent en venir. Il n'y a aucune chance qu'ils laissent un mouvement nationaliste arabe prendre le pouvoir dans l'un de ces pays, même à Bahreïn. Mais cela n'arrivera probablement pas de toute façon, car ils peuvent être écrasés immédiatement. N'importe quel type de mouvement politique peut être écrasé. Israël les assassinera tous jusqu'au dernier, comme ils essayent de le faire avec les Iraniens en ce moment. Donc, désolé de dresser un tableau aussi sombre, mais nous assistons à des changements de paradigme potentiels, de grands bouleversements dans le Golfe, à la suite de ce que nous voyons ici. Je ne peux pas imaginer que les choses reviennent à ce qu'elles étaient avant. Je n'arrive tout simplement pas à le voir. Patrick, le détroit d'Ormuz reste l'un des plus grands défis auxquels l'administration Trump et les Israéliens sont confrontés dans cette guerre contre l'Iran. Et Donald Trump fait tout, absolument tout, pour d'une manière ou d'une autre pousser ou forcer les Européens à entrer dans le conflit. Cela ne veut pas dire que les Européens ne font pas partie de la guerre. Ils le sont, sur le front défensif. Ils défendent. Ils font tout pour les États-Unis et Israël en ce moment, mais ils ne veulent pas passer à l'offensive, surtout en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Parce que je pense que l'une des raisons est ce que vous venez de mentionner à propos du gazoduc Nord Stream. Ils ont saboté le gazoduc Nord Stream. Et si ce n'est pas le Moyen-Orient, s'ils déclenchent une guerre au Moyen-Orient, dans le détroit d'Ormuz, ce qu'ils savent ne pas être une option viable, ce n'est tout simplement pas un choix pour eux d'aller aussi loin, car personne ne serait capable d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Je pense que leur calcul est le suivant. Quelle est votre compréhension de la position des Européens, de leur réaction à ce que Donald Trump demande? Eh bien, il ne suscite pas vraiment beaucoup d'intérêt de la part des Européens. Pas vraiment. En ce qui concerne leur participation, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, ils ont tous des troupes déployées et rattachées en permanence à diverses bases américaines. C'est parce que ces pays européens doivent être impliqués dans tout pour maintenir leur préparation opérationnelle. Ils seront donc toujours liés de très près, même si ce n'est que dans un rôle mineur. Mais cela sert en quelque sorte à justifier le complexe militaro-industriel interne de ces pays européens respectifs, qui sont également membres de l'OTAN. C'est donc simplement une partie de leur implication. Les Britanniques doivent toujours être impliqués dans chaque raid, coup d'État ou guerre. Ils doivent être là aux côtés des États-Unis, car sinon, leurs forces ne gagneront aucune expérience et cela nuira à leur capacité à obtenir des budgets militaires l'année suivante. Donc, c'est simplement un jeu qui se joue en permanence. Mais en ce qui concerne leur demande de venir aider à ouvrir le détroit d'Ormuz, pourquoi Donald Trump demanderait-il cela? Si les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante du monde, s'ils gagnent, s'ils ont détruit la marine iranienne, s'ils ont détruit leurs forces aériennes et tous leurs missiles, ou la moitié de leurs missiles, ou peu importe ce que Trump affirme cet après-midi-là ou lors de ce petit déjeuner, pourquoi aurait-il
auraient-ils besoin de l'aide des Européens? Pourquoi ne pas simplement appeler Israël et leur demander de venir? Israël a une marine, ils ont des navires, ils peuvent le faire. Pourquoi pas? Ce sont nos plus grands amis et alliés, parce que les États-Unis ont agi de manière très cynique. Trump veut impliquer les Européens pour créer une cible et ainsi désamorcer la tension. Et puis, si ce ne sont que les États-Unis et Israël, cela fait une énorme cible. Cela ne fera que motiver davantage les Iraniens et enflammer encore plus la situation. Ils veulent donc faire venir les Européens, avec l'idée que l'Iran pourrait hésiter à attaquer un navire européen, de peur d'entraîner une puissance européenne dans une alliance avec les États-Unis et Israël. Mais c'est exactement ce que Trump veut. Il veut utiliser les Européens comme boucliers. Hein? Ainsi, certains pays européens sont assez intelligents pour comprendre cela. D'autres le sont moins. Mais ils ont tous un problème. Ils sont complètement soumis et vassalisés à Washington et il leur est très difficile de sortir de ce rôle. Ce que Trump fera, c'est leur proposer quelque chose. Il essaie toujours d'utiliser chaque situation pour en tirer parti dans une autre distincte. Dans le cas des Européens, ces situations distinctes serviraient de jetons de négociation, l'Ukraine par exemple, ou une forme d'arrangement au sein de l'OTAN. Il a déjà critiqué l'OTAN et rejeté la faute sur les pays européens. Il leur a dit lors de la conférence de presse cette semaine, « Eh bien, je ne comprends pas pourquoi les pays européens ne veulent pas aider. » Je veux dire, nous n'étions pas obligés de venir aider l'Ukraine, mais nous l'avons fait. Non, en réalité, les États-Unis ont déclenché la guerre en Ukraine. Ils ont lancé un coup d'État et une guerre civile sous Obama en 2014. Et Donald Trump lui-même a inondé l'Ukraine d'armes et d'aide létale pendant son premier mandat. Il a également saboté le processus de paix de Minsk à cette époque. Son gouvernement l'a fait. Donc, la guerre n'aurait pas eu lieu si Trump n'avait pas fait ces choses. Et Obama aussi. Ainsi, les États-Unis dans leur ensemble, les États-Unis d'Amérique, sont responsables de la guerre en Ukraine, à 100%. Ils l'ont dirigée, ils l'ont menée, ils l'ont créée, et ils ont entraîné les Européens dedans pour créer une guerre par procuration, pour créer une menace pour l'Europe, afin que les Européens soient ensuite motivés à se défendre. Tout cela, c'est de la manipulation de la part des États-Unis. D'accord? Donc Trump essaie de jouer cette carte. D'une certaine manière, c'est une bonne chose, car cela réveillera peut-être certains de ces Européens, de ces bureaucrates et technocrates, complètement perdus et noyés dans leur propre propagande. D'accord? Mais ce que Trump fera aussi, c'est peut-être utiliser cela pour obtenir une sorte d'accord sur le Groenland avec le Danemark, par exemple, ou pour être moins agressif vis-à-vis du Groenland. Qui sait? Mais cette Maison-Blanche essaiera n'importe quoi. Ils essaieront tout. C'est une bande de dégénérés absolus, de véritables criminels en col blanc qui se prennent désormais pour des gangsters internationaux, sans aucun respect pour la loi américaine, la Constitution des États-Unis, le droit international, aucun traité ni convention, ni même la Charte des Nations Unies. Rien. Rien. Ils ont tout saccagé. Ils s'en moquent, ils le tournent en dérision et ils méprisent quiconque essaie de soulever un argument humanitaire, de droits humains ou moral. Ils s'en fichent. C'est désormais un État voyou, un hégémon voyou. Ce n'est plus une superpuissance. Pour être une superpuissance, il faut la coopération de partenaires. Il faut diriger à travers des institutions par la coopération et la confiance. Et Donald Trump a hérité de cela. Mais Joe Biden y a causé d'énormes dégâts, soit dit en passant. Pourtant, Donald Trump a hérité d'une superpuissance. Ce que Donald Trump laissera après 4 ans, ce ne sera pas une superpuissance. C'est un hégémon rebelle, et c'est un empire en plein déclin. C'est ce que Trump laissera derrière lui.
S'il parvient à tenir 4 ans, et à ce rythme, je ne pense pas qu'il y arrivera, certaines personnes aux États-Unis devront faire appel à leurs meilleurs anges pour invoquer le 25e amendement, car il n'est pas mentalement apte à être président. Ce que nous voyons en ce moment, et ce qui est dit et fait, c'est incroyable. Cela cause des dommages irréparables. Des dommages irréparables à l'avenir des États-Unis. Et cela risque de provoquer une troisième guerre mondiale à grande échelle. Car d'autres puissances dans le monde regardent cela et se disent, en réalité, les États-Unis nous menacent désormais. Les États-Unis et Israël en tant que partenaires sont devenus une menace existentielle pour le monde à une échelle que nous n'avons jamais connue auparavant. Si l'on pense au Japon et à l'Allemagne, surtout au Japon dans le théâtre du Pacifique, en raison de sa puissance impériale expansionniste, de ses ambitions, de ses stratégies, etc., c'était considérable. Mais l'Allemagne restait relativement localisée, en dehors de l'Europe de l'Est et du front russe, et un peu en Afrique du Nord. Les États-Unis, en revanche, projettent cela en continu à travers le monde. Ils parlent de gérer simultanément 3 ou 4 grands foyers de conflit, avec bien sûr l'aide d'Israël. Et Israël a ses propres ambitions de dominer le Moyen-Orient avec le projet du Grand Israël. Peut-être que pour y parvenir, ils ont besoin d'affaiblir un peu les États-Unis, et c'est justement ce qui se passe en ce moment. Il y a différentes façons d'aborder la question, Nima, mais la place de l'Iran dans cette équation se résume vraiment à une guerre d'usure, de résilience et à la possibilité de dissuasion. Si les États-Unis et Israël ont suffisamment épuisé leur stock d'intercepteurs et de munitions militaires, cela pourrait conduire à une sorte de cessez-le-feu, de pause ou d'armistice dans tout cela. C'est à peu près tout ce que nous pouvons dire à ce stade, je pense. Patrick, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, récemment, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a accordé une interview à Al Jazeera où il a déclaré qu'ils étaient en train de définir le mécanisme du détroit d'Ormuz. C'est ça. Ils essaient de le faire, mais la situation ne reviendra pas à ce qu'elle était auparavant. Il semble que l'Iran réfléchisse sérieusement à la manière de gérer le détroit d'Ormuz. Et vous savez, il y a un article dans le Financial Times qui soutient que les actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz illustrent la réalité d'une guerre économique multipolaire. Pendant des décennies, les États-Unis ont dominé le régime des sanctions et utilisé la pression financière comme une arme stratégique. Désormais, d'autres puissances, comme l'Inde, l'Iran et la Chine, peuvent employer des outils similaires en réponse à des escalades. C'est littéralement ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas s'ils avaient prévu cela, mais les États-Unis les ont forcés à adopter cette nouvelle position. Comment voyez-vous la gestion du détroit d'Ormuz par les Iraniens au fil du temps, à la suite de cette guerre ou pendant cette guerre? Eh bien, tout cela dépend, Nima. Tu sais d'abord de la capacité de production des États du Golfe et de l'Iran en pétrole et en gaz. Quelle sera cette capacité de production? Parce qu'en l'état actuel, les États-Unis et Israël peuvent réduire la capacité de production de l'Iran à presque zéro s'ils le décident. Cela ne veut pas dire que l'Iran ne pourra pas s'approvisionner ailleurs. Il le pourra certainement, et il peut aussi assurer une partie de son approvisionnement intérieur. Mais en ce qui concerne sa capacité d'exportation, celle-ci peut être gravement endommagée. Et c'est pour cette raison que l'Iran a également voulu développer une stratégie de production d'énergie nucléaire civile, parce qu'il savait que ses ressources pétrolières et sa capacité de production pouvaient être visées, soit par des sanctions, soit par d'autres moyens, comme on le voit aujourd'hui.
C'est pour cela qu'ils voulaient un portefeuille énergétique diversifié. Et cela a parfaitement du sens. C'est aussi pour cette raison que les États-Unis s'en prennent à leur programme nucléaire civil. Ce n'est pas à cause des armes, mais parce qu'il offre une solution en cas de crise. Cela leur permettrait d'alimenter les villes, leurs industries, et ainsi de suite. C'est pourquoi les États-Unis ont attaqué stratégiquement l'énergie nucléaire de l'Allemagne et ont convaincu ce pays, en cooptant et en infiltrant le soi-disant mouvement écologiste, le Parti des Verts, de fermer sa flotte nucléaire. Très astucieux. Puis ils ont détruit le gazoduc Nord Stream, coupant ainsi leur approvisionnement en gaz. L'Allemagne s'est donc retrouvée sans rien, seulement avec le charbon, et doit maintenant payer une taxe carbone pour relancer ses centrales à charbon. Ils paient cela. Ils paient un supplément, ce qu'on appelle la taxe de l'oncle Sam, pour transporter le GNL américain coûteux à travers l'Atlantique. Ainsi, les États-Unis ont ruiné l'Allemagne, ont fait chuter son économie et l'ont rendue dépendante de l'énergie américaine. Et ils n'ont plus d'énergie nucléaire. Franchement, les Allemands sont stupides. C'est la décision la plus idiote prise par des gouvernements allemands successifs, peut-être dans l'histoire moderne, sans aucun souci de leur propre souveraineté. On ne peut pas être souverain si son énergie n'est pas indépendante. Si plus de 50% de votre énergie est dépendante, vous n'êtes pas vraiment souverain. Vous devez alors faire beaucoup de négociations et d'échanges pour maintenir un peu d'indépendance. Mais au final, vous resterez dépendant. Vous allez donc devoir maintenir de bonnes relations diplomatiques avec vos voisins si vous n'en êtes pas capable. Ainsi, l'avenir de la région, si les Arabes ne produisent plus. Alors, que devient le détroit d'Ormuz à ce moment-là? Le golfe Persique pourrait devenir un lac mort comparé à ce qu'il a été au cours des 50 dernières années. Nous devons examiner cette situation. Regardez maintenant l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite vers Yanbu, sur la mer Rouge, le Pétroline. Ils y voient une soupape de décompression potentielle pour la situation. Mais cela ne fournira pas 8 millions de barils de pétrole par jour. Et c'est le déficit estimé du golfe Persique à l'heure actuelle, environ 8 millions par jour pour l'approvisionnement mondial. Et c'est pourquoi l'Agence internationale de l'énergie a annoncé cette importante libération de 400 millions de barils provenant des réserves de pétrole. Cela représente à peine un mois et demi, juste un mois et demi. Ce n'est rien. Ce n'est une solution à rien. C'est un acte de désespoir. La capacité maximale que l'Arabie saoudite peut actuellement expédier vers la mer Rouge, compte tenu de la capacité de cet oléoduc et du traitement au port, est d'environ 1,5 à 1,7 million de barils par jour, au maximum. Les installations actuelles auraient besoin de mises à niveau majeures pour atteindre peut-être 4 ou 5 millions de barils par jour. Et ils travaillent probablement déjà là-dessus. Mais devinez quoi? Ce même port en Arabie saoudite, sur la côte de la mer Rouge, a déjà été attaqué par Ansar Allah, les Houthis. C'est entièrement à portée des Yéménites. Donc, c'est un autre front de la guerre qui s'est potentiellement ouvert ici. Comment peuvent-ils gérer tous ces fronts? C'est une catastrophe. Je veux dire, tant que les Arabes du Golfe ne se bougeront pas et ne comprendront pas, ne donneront pas vraiment la priorité à leur propre existence et au bien-être de la région, à l'avenir de leur peuple, plutôt qu'à leur compte bancaire à New York, ou à leurs accords en coulisses avec les Israéliens, l'IA et tout le reste, alors leur situation est désespérée. Elle est désespérée. Les États-Unis sont tout à fait disposés à les mettre hors jeu. Ils pensent probablement pouvoir survivre un certain temps et ils vont gagner énormément d'argent grâce au pétrole et au gaz en Amérique. Mais l'Amérique va ruiner le reste du monde par l'inflation, en comprimant les approvisionnements et en utilisant l'effet de levier.
Imagine ce que Trump ferait si le Golfe était paralysé. Quel genre de racket ou de menace penses-tu qu'on verrait de la part des États-Unis? Regarde ce qu'ils font à Cuba. Ils n'autorisent même pas le Mexique ou le Venezuela à lui envoyer du carburant. Il affame donc le pays. Famine? Aucun problème. Mort massive? Aucun problème. Nous le faisons parce que nous combattons les communistes. Je veux dire, le niveau où en est l'Amérique aujourd'hui, c'est le plus bas que les États-Unis aient jamais atteint dans leur histoire. Plus bas que le Vietnam. Parce qu'au moins, avec le Vietnam, ils avaient la fausse excuse de lutter contre le communisme. Ils avaient au moins cette excuse idéologique dans le cadre de la guerre froide. Et vous savez, dans une certaine mesure, ça pouvait être perçu comme quelque peu légitime, car il s'agissait d'une course aux armements nucléaires entre l'Union soviétique et l'Amérique. Il y avait donc cette menace existentielle planant en arrière-plan, si l'on peut dire. Je veux dire, ils avaient en quelque sorte cela comme une sorte d'excuse. Qu'ont-ils maintenant? Quelle est la menace que les États-Unis combattent aujourd'hui? Est-ce la menace de ne plus pouvoir tout dominer à l'avenir? Qu'ils pourraient devoir partager l'avant-garde de la civilisation avec la Chine? Est-ce ça la grande menace pour les États-Unis? On ne peut pas vendre ça. On pouvait vendre une guerre froide. On pouvait vendre le communisme. Vous pouviez le vendre à votre propre peuple et vous pouviez probablement le vendre au monde, à la moitié du monde à l'époque. Ils n'ont plus rien à vendre aujourd'hui, si ce n'est l'intimidation, le racket, les systèmes de protection, la peur. Vous savez, de simples menaces d'anéantissement, des menaces de nettoyage ethnique, la guerre de siège. C'est ce que les États-Unis vendent en ce moment. Et Israël vend cela depuis 75 ans aux Palestiniens et à la région. Regardez ce qu'Israël fait au Liban. Ils détruisent des pâtés de maisons entiers dans une grande métropole d'Asie de l'Ouest, Beyrouth. Voyez-vous quelqu'un en Europe s'opposer à cela? Voyez-vous quelqu'un se lever au Congrès? Non. Ils sont tous pour. Nous vivons une époque de brutalité. Nous vivons actuellement une époque de sauvagerie. Et ce n'est pas parce que les États-Unis sont sauvages, ni parce qu'Israël est brutal ou barbare. Si cela se produit, c'est parce qu'aucun pays ne se lève pour s'y opposer, ni même sur le plan rhétorique, ni même sur le plan diplomatique. La Russie et la Chine pourraient avoir quelque chose à dire à ce sujet, mais cela ne change rien. En ce moment, c'est l'Iran contre le reste du monde, avec une certaine aide des Chinois et des Russes. Vous savez, en matière de renseignement, peut-être une certaine coordination militaire, une certaine coopération. Mais à part cela, c'est l'Iran contre le monde aujourd'hui. Je veux dire, selon vous, quelle sera la conséquence logique de tout cela? Ce ne sera pas bon pour le Golfe, je peux vous le dire.